Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes là, c'est notre deuxième séance de partage d'expérience pour cette semaine et ça fait partie du cycle d'action complet du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et comme vous le savez, tous les mardis et jeudis, le docteur François Gass et moi-même, nous sommes là pour vous écouter, surtout pour vous écouter, nous dire ce que vous êtes en train de faire sur le terrain en ce qui concerne la vaccination de nos différentes populations. C'est surtout le partage d'expériences pour nous permettre d'apprendre les uns des autres et nous entraider pour élever des défis de vaccination dont nous faisons face. Et avant d'arriver au niveau de l'accélérateur d'impact pour le mouvement IA2030, nous avons d'abord passé par 2 semaines de moteur d'idées, 4 semaines d'analyse de situation, 2 semaines du hackathon, du plan d'action et maintenant, nous sommes à la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact IA2030. Vous avez développé un plan d'action. Qu'en est-il? Qu'allez-vous en faire? C'est la question que nous vous avons posée et vous avez répondu plusieurs que vous êtes prêts pour l'implémentation. C'est pour ça que nous avons ce rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Donc, la participation à l'accélérateur d'impact, c'est simple. Vous avez 2 choses à faire chaque semaine. La première des choses, c'est de fixer l'action que vous allez compléter d'ici vendredi. Nous sommes déjà jeudi, donc j'ose croire que tout le monde qui est ici déjà a sûrement déjà entamé ou bien complété son action. Mais si vous n'avez pas encore fait, je viens de mettre le lien dans le chat pour vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que vous devez faire, c'est les vendredis, vous devez nous dire comment votre semaine s'est passée et cela, c'est en répondant à un certain nombre de questions. Et lorsque vous partagez votre expérience avec nous, sûrement nous allons revenir vers vous pendant l'Assemblée générale les lundis pour vous demander de partager votre expérience. Et je viens aussi de mettre le lien dans le chat. Donc, comme vous le savez, nous, ces séances sont des séances de partage d'expérience. C'est des séances de partage d'expérience et nous voulons surtout vous écouter. Donc, c'est qu'il y a quelques questions qui sont là à l'écran. Vous devez commencer par nous rappeler votre défi et l'objectif de votre plan d'action IA2030. L'objectif que vous visez pour le 17 juin 2022. Et puis, vous allez nous dire si vous avez réalisé votre action de la semaine 1 et comment cela s'est passé. Et puis, quelle est l'action que vous êtes fixée pour cette semaine et comment cette action vous aidera-t-il à atteindre votre objectif. Et comme d'habitude, nous avons le docteur François Gass qui est surtout là pour vous écouter. Et nous allons surtout compter sur vous de prendre de commenter et de poser des questions aux pairs lorsqu'ils sont en train de partager leur expérience. Bonjour François et une fois de plus, bienvenue. Bonjour Charlotte et ravi d'être là et bonjour à tous ceux qui sont aujourd'hui à cette séance. J'en vois 17. Je suis ravi et j'espère vous écouter sur vraiment la réponse aux questions que Charlotte vient de mettre sur son écran. Et ravi, parce qu'à chaque fois, c'est un enrichissement. Merci. Merci beaucoup, François. Et maintenant, la parole est à qui voudrait la prendre. Si vous souhaitez le faire, vous devez tout simplement lever votre main et je me ferai le plaisir de vous inviter d'activer votre micro et de prendre la parole. Donc, allez-y, surtout si vous avez commencé à mener une action pour cette semaine, même si vous n'avez pas encore complété, dites-nous ce que vous comptez faire. Si vous avez des difficultés, nous sommes surtout là pour cela aussi. Donc, partagez votre défi. OK, je vois la main levée de Nicolas Kachama. Nicolas, allez-y, activez votre micro. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Merci beaucoup, Docteur Gass. Merci beaucoup à tous les participants. Moi, c'est Kachama Saïdia Nicolas à partir de la RDC, Bar-Ville de Bukavu. En fait, mon défi était de participer dans l'amélioration des couvertures vaccinales dans la zone de santé de Miti-Moresa. Et comme changement, je compte maintenant identifier les enfants avec 0 dose ou insuffisamment vaccinés
pour leur orienter à recevoir leur vaccin. Et comme stratégie maintenant, je compte maintenant instaurer le système de registres communautaires pour lesquels on va enregistrer les enfants avec 0 dose ou insuffisamment vaccinés. Et ces registres communautaires devraient être tenus par les animateurs principaux de chaque village ou chaque cellule d'animation communautaire que compte ma zone de santé. Et pour la semaine, je me suis fixé l'action ou l'objectif d'identifier les structures qui ont commencé à rapporter les enfants dans les registres afin que nous puissions maintenant voir comment les orienter pour recevoir la vaccination. Et à ce moment ici, il y a 2 structures qui m'ont envoyé les données sur téléphone, qui ont déjà commencé à identifier les enfants, dont nous avons 36 enfants qui devraient recevoir leur Panta 3. Et nous sommes en train de penser qu'entre samedi ou la semaine prochaine, ces enfants devraient maintenant recevoir leur vaccin. Merci beaucoup, je vous remercie. Surtout, merci à vous, Nicolas Kachama. Vous avez écouté Nicolas, il s'est fixé, il avait pour but d'identifier les enfants 0 dose à travers l'institution des registres communautaires. Donc, Nicolas, j'aimerais seulement savoir, combien de communautés avez-vous et combien de registres sont déjà installés au niveau communautaire? Bon, oui, c'est vrai. D'après tout, j'avais partagé mon plan d'action avec les infirmiers titulaires des centres de santé. Et ma zone de santé ou mon district sanitaire compte 205 villages ou cellules d'animation. Et ensemble avec les infirmiers titulaires, nous nous sommes fixés l'objectif qui devrait chercher ces registres et les instaurer dans les villages afin que maintenant les animateurs principaux puissent commencer maintenant à identifier ces enfants. Et à chaque séance de vaccination, nous nous sommes dit que chaque relais devrait être là. Et là, il doit enregistrer tous les enfants absents afin que maintenant, lors de la séance prochaine, qu'on puisse sensibiliser à leur maman, vu que ces mamans aussi sont connues par ces mêmes relais dans leur village, et ça sera maintenant facile de les identifier et de les orienter comment recevoir la vaccination de leurs enfants. À ce moment-ci, quand je m'étais fixé l'objectif, j'ai demandé à certaines structures, 2 structures m'ont dit qu'ils ont déjà commencé cette démarche-là, ou bien cette stratégie-là. C'est ainsi que maintenant, ils m'ont envoyé le rapport d'attraper au moins ces 35 enfants qui devraient recevoir leur Panta 3 et Pneumo 3. D'accord. Et Nicolas, j'aimerais savoir, est-ce que tous ces 205 villages actuellement ont déjà des registres ou bien l'acquisition est en cours dans certaines? Bon, non, tous les 205 n'ont pas encore commencé la stratégie, mais certains ont déjà commencé et nous espérons que nous allons toujours continuer aussi à encourager les autres par des supervisions, par des suivis, afin que je puisse les accompagner, comment aussi instaurer le même système-là. Je pense que c'est un processus aussi. D'accord. Vous pouvez poser des questions à Nicolas dans le chat. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette stratégie. Et en attendant cela, j'aimerais vraiment écouter. Moi, je sais que lors de notre dernière séance de partage d'expérience, Nicolas, vous avez commencé à partager votre expérience. Donc, aujourd'hui, ça nous donne la possibilité d'aller jusqu'au bout. Mais j'aimerais quand même entendre ce que François pense de cette initiative. Nicolas, merci Charlotte pour la parole. Nicolas, merci pour la clarté de ton objectif et des stratégies que tu mets en place qui sont très concrètes, très spécifiques et que tu peux mesurer. Je pense que ça va vraiment dans le bon sens. J'ai été intéressé de savoir que tu avais 35 enfants, vous aviez déjà dans 2 villages sur 205, déjà 35 enfants. Si on multiplie par 200, ça fait beaucoup d'enfants à atteindre de 0 dose. Pourrais-tu nous rappeler quelle est ta couverture vaccinale dans ta zone de santé? En Penta 3, quelle est ta couverture rapportée? Nicolas, activez votre micro, s'il vous plaît.
Merci beaucoup pour la question, docteur Gass. Il y a 2 jours que je me suis entretenu avec l'infirmier superviseur qui est chargé du programme élargi de vaccination. Il m'a dit que la couverture en Pantan 3, c'est plus de 100%. Mais partant de la réalité de la communauté, on observe que bien que nous avons quand même de bonnes couvertures vaccinales, mais il y a quand même aussi des enfants qui sont insuffisamment vaccinés ou bien avec les enfants avec 0 dose. Puisqu'avec la stratégie de IA 2030, qui consiste à donner tous les vaccins à tous les enfants, sans rien laisser aucun enfant de côté. Ça, c'est aussi un défi puisque tous ces enfants-là devraient aussi recevoir leur vaccin, bien que la zone de santé a de bonnes couvertures vaccinales, mais il y a aussi quelques défis à relever pour certains enfants qui sont insuffisamment vaccinés ou les enfants avec 0 dose. Merci Nicolas. Une petite question complémentaire. Bon, tu dis il y a 100%, bien sûr, on peut se poser des questions sur la fiabilité. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un taux d'abondant? Est-ce qu'on peut avoir 100% de Penta 1, mais tu me dis 100% de Penta 3. D'accord. La deuxième, donc c'est une question que je me pose, c'est quel est le taux d'abondance? Si on a 100%, tu as 120% de Penta 1, 110? Ça, c'est une première question. La deuxième, est-ce qu'il y a vraiment accessibilité à la vaccination dans tous ces villages? Est-ce que les stratégies avancées sont menées? Et qu'il n'y a pas de village vraiment à l'écart, donc c'est un peu des défaillants que tu essayes de retrouver. Bon, oui, effectivement, bon, je n'ai pas vraiment les pourcentages en tête concernant les taux d'abandon, mais en ce que je sache, dans tous les villages, pas dans tous les villages, mais dans certains villages, on organise les stratégies avancées. C'est ainsi qu'on essaie de fusionner certains villages qui sont proches et on essaie maintenant d'installer un site de vaccination là où peut-être toutes les mamans ou bien tous les enfants peuvent se retrouver. Merci beaucoup. Et si tu as déjà identifié 35 enfants pas vaccinés dans 2 villages, je pense que j'ai l'impression que si tu passes à échelle, tu vas identifier beaucoup d'enfants ayant besoin de la vaccination Penta 3 ou 0 dose. Merci, Nicolas. Merci beaucoup, docteur. OK, merci Nicolas, merci François. Il y a une question dans le chat de Géracula Christophe qui demande « Bonjour Nicolas, j'aimerais savoir où est-ce que les ressources logistiques et financières ont été puisées pour la réalisation de votre stratégie ?» Bon, merci beaucoup pour la question. En fait, pour ma stratégie, j'ai partagé mon défi avec les restes, avec les infirmiers titulaires et les relais communautaires. C'est un défi à relever, mais les infirmiers titulaires se sont fixés l'objectif et qu'eux-mêmes devraient maintenant chercher comment disponibiliser ces registres afin que je puisse aussi les accompagner pour que nous puissions maintenant instaurer le système dans les villages. OK, merci beaucoup Nicolas. Surtout que les infirmières titulaires savent aussi que l'atteinte de ces enfants fait partie de leurs objectifs de la vaccination. Et donc, du coup, toute idée ou stratégie novatrice leur permettant d'atteindre les enfants qui n'arrivent pas à atteindre habituellement, je pense qu'ils vont trouver que cette idée pourrait être la bienvenue. OK, merci une fois de plus, Nicolas. Pour votre travail d'expérience. Et on espère qu'au fil des semaines, peut-être dans quelques mois, on reviendra vers vous pour savoir si dans 2 semaines seulement, vous êtes déjà à 35 enfants. On aimerait savoir combien d'enfants vous allez pouvoir atteindre d'ici 2 ou 3 mois et on restera à l'écoute par rapport à la suite. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Merci surtout à vous. OK, maintenant, la parole est à qui voudrait par la suite partager son expérience. Si vous avez, je vais inviter Birama Bengue, l'autre juge, a constaté que vous avez partagé votre expérience vendredi dernier pour dire ce que vous avez réalisé au cours de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes à mesure. OK. J'invite Sidiki Kamara, allez-y, activez votre micro. Bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde.
Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous présenter. Ok, c'est toujours Sidiki Kamara, République de Guinée. C'est par rapport à quelques éléments dans le plan d'action auquel je suis en train de développer. Oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre défi et l'objectif de votre plan d'action? OK. Le défi, c'était impliquer les pharmaciens du district dans la gestion et la remontée des données de vaccination COVID-19 en République de Guinée. Et l'objectif, c'est d'améliorer la remontée des données du niveau périphérique vers le niveau central avec l'appui à l'ANSS. Ce programme, comme je l'ai dit, on avait commencé d'abord à planifier des activités de plaidoyer auprès des autorités et des acteurs qui sont les pharmaciens. Je l'avais expliqué tantôt. En République de Guinée, les pharmaciens des districts, c'est-à-dire les pharmaciens qui s'occupent des produits de santé, sont mis à l'écart dans la gestion des vaccins. Tout ce qui est vaccin, c'est géré par le programme élargi de vaccination qui est le PEV. Mais dans les districts, ce sont les médecins chargés de la maladie qui s'occupent des vaccins dans les districts sanitaires. Et au niveau plus bas de l'échelle, c'est les chefs de centre et les chefs de postes de santé qui s'occupent. Maintenant, dans le schéma traditionnel, les pharmaciens qui sont les maîtres d'œuvre ne sont pas totalement impliqués. À l'arrivée de la maladie COVID-19, nous avons trouvé que ces acteurs très, très importants ne sont pas dans la mise en œuvre de cette activité. Mais par contre, c'est eux qui s'occupent des autres aspects des produits de santé, au niveau des programmes de santé. Ils font tout le boulot sur le terrain et ils utilisent la plateforme qu'on appelle le sigle et le e-sigle d'urgence, le sigle et le e-sigle. Donc, on a fait un plaidoyer au niveau des autorités de la pharmacie et du médicament pour qu'ils puissent, avec leur appui, faire intéresser les pharmaciens à cette activité de vaccination contre la COVID-19. Et Dieu merci, dans le plan d'action, il était prévu de faire cette activité de plaidoyer. Mais finalement, on a réussi à faire cette activité. Et l'ANSS, qui est l'organe bénéficiaire de l'activité, a transmis le document de manière officielle à la direction de la pharmacie et du médicament. Et cette direction, à son tour, doit acheminer ce document auprès des décideurs du ministère de la Santé pour inviter d'amples les pharmaciens à s'intéresser à cette activité de vaccination pour nous faciliter non seulement la gestion des vaccins dans les normes sécurisées, mais aussi la gestion des données liées au stock, mais aussi à la vaccination. Donc, cette activité de plaidoyer est déjà réalisée. Et tout dernièrement, la semaine passée, nous avons organisé... Oui, allez-y, Sidiki. Voilà. Donc, la semaine dernière aussi, on a pu organiser une première séance avec l'ANSS et quelques acteurs du programme élargi de vaccination et quelques cadres du ministère de la Santé et les partenaires tels que l'UNICEF et autres sur les outils de gestion des vaccins, mais aussi la remontée des données liées à la plateforme e-cycle d'urgence que nous sommes en train de développer pour faciliter non seulement la gestion des données des stocks, mais aussi les informations liées à la collecte, liées à la vaccination en termes de première dose, deuxième dose et dose unique. Donc, cette activité était planifiée dans mon plan
Heureusement, on a pu faire une première séance, on les a montré les outils qu'on a développés par rapport à ça. Et la plateforme, en termes de niveau de mise en œuvre, c'est déjà, il y a eu une grande avancée. Et aujourd'hui, les premières recommandations à l'issue de cet atelier d'orientation sont en train d'être prises en compte et améliorer l'outil de gestion. Nous sommes à ce niveau et maintenant, nous développons, finalisons les outils de gestion. Et très prochainement, nous allons planifier les activités de formation en cascade pour non seulement les pharmaciens, mais aussi les assistants logistiques COVAX qu'on a recrutés, qu'on va mettre dans les 8 régions du pays pour appuyer non seulement les pharmaciens, mais aussi les centres de santé dans le remplissage, la remontée, la saisie des données de vaccination. Donc, jusqu'à ce niveau, nous sommes là. Et à travers cette activité, à chaque fois qu'on organise la réunion de coordination des acteurs au niveau de la logistique vaccinale, nous développons un peu l'évolution de ces outils et très prochainement, on va commencer les formations en cascade. Mais je vous dis que c'est sous le financement de l'USAID que moi, je travaille comme consultant au compte d'un projet GACSPSM. C'est le financement de l'USAID. Donc, j'appuie l'ANSS dans la mise en œuvre de cette activité à travers le projet Kemonis International. OK, merci beaucoup Sidiki Kamara. Et nous avons déjà une première question dans le chat de Salimata Kantibo. Oui. Je ne sais pas si Salimata, vous êtes à mesure, je vois que vous êtes connecté sur 2 appareils, je ne sais pas si vous êtes à mesure de poser la question, mais vous avez quand même indiqué tout à l'heure que là où vous êtes, il peut y avoir des problèmes de connexion Internet. Donc, je vais lire la question pour Sidiki. Il dit, bonjour à tous, selon vous, pourquoi les pharmaciens doivent être impliqués dans la gestion des vaccins? Est-ce qu'il y a déficit de personnel qualifié pour la gestion des vaccins dans votre pays? Merci. Dans les conditions normales, ce rôle revient aux pharmaciens, la gestion des vaccins. Tout autre corps tout autre corps professionnel qui a eu des connaissances et des compétences dans le cadre de la gestion des vaccins peut s'intéresser à cette activité. Mais lorsque nous avons un document national de politique pharmaceutique qui dit que les produits de santé doivent être gérés par le spécialiste et les vaccins sont des produits de santé. Donc, il y a non seulement au niveau national, il y a un déficit de personnel, mais les pharmaciens, quelques pharmaciens travaillent au compte du programme élargi de vaccination. Mais dans les districts, il y a dans tous les districts du pays, il y a des districts qui n'ont pas de pharmaciens à temps réel, mais dans certains districts, dans la plupart des districts, la gestion des vaccins est confiée aux médecins chargés de la maladie. Donc, de telle sorte que le programme élargi de vaccination, aujourd'hui, n'a pas un ancrage direct avec ces pharmaciens. Et l'ANSS, pour le moment, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans notre pays, qui s'occupe des vaccins, qui utilise les vaccins de COVID-19, a suivi le même élan. Mais dans la réalité des faits, ces pharmaciens, ils ne s'intéressent pas totalement à la gestion de ces vaccins. Ils ne s'intéressent même pas. C'est pourquoi nous, on a trouvé utile, comme ils s'occupent des
produits de santé, des programmes, des différents programmes et directions de santé, il faut qu'ils s'intéressent aussi à la vie des vaccins. Les vaccins ne sont pas comme les autres produits. Les vaccins sont très, très, très sensibles. Tu peux être infirmier, tu peux être médecin, mais si tu as les compétences pour gérer, tu peux gérer. Mais le rôle régalien revient quand même aux pharmaciens, il faut le reconnaître. Et nous avons un déficit de ressources humaines, je suis convaincu de cela, mais aussi dans la gestion proprement dite, ces pharmaciens ne sont pas intéressés, ils ne s'intéressent pas. Mais nous avons compris qu'avec le sigle, le e-sigle normal, c'est eux qui font tout le boulot à la base, ils commandent les produits, ils font les tableaux de bord, ils gèrent le stock, ils gèrent les outils de gestion, ils font tout le boulot. Mais avec les vaccins, tu vas trouver que dans les normes standards de gestion des stocks, les conditions de transport, tout, il y a un déficit qu'il faut compléter à tous les niveaux. Et c'est vraiment notre approche qu'on a vraiment voulu utiliser, non seulement de les intéresser, mais qu'ils s'impliquent davantage. La façon qu'ils font pour les programmes de santé, le VIH, la tuberculose, le paludisme, voilà. On voudrait qu'ils s'intéressent à ça. Merci Sidiki. J'ai une question, mais avant cela, il y a la main levée de Saline Jida, donc je vais inviter Saline. Saline Jida, allez-y, je suis sûre que vous avez une question ou bien un commentaire à l'endroit de Sidiki Camara. Ah, je vois Saline Jida. Vous venez de désactiver votre micro. OK, en attendant, oui, allez-y, Saline. Oui, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, moi je suis intéressé par la proposition de Sidiki Camara parce que moi je trouve que normalement, s'il y avait pas par exemple de manque de pharmaciens, c'est à eux normalement de gérer les intrants ou bien les vaccins parce que le pharmacien connaît plus, il connaît mieux ce que c'est qu'un vaccin et comment le conserver et il connaît les produits de la santé. Normalement, moi, je suis vraiment très flatté de trouver qu'ils utilisent les pharmaciens pour gérer les vaccins de leur localité. Merci. Merci. Sally, juste une question rapide. Comme c'est une séance de partage d'expérience, dans votre contexte au Cameroun, comment ça se passe? Qui gère les vaccins? Bon, au Cameroun, là, de temps en temps, on essaye d'impliquer déjà les pharmaciens parce que, bon, pour le moment, on met des infirmiers à la logistique. On met des infirmiers, mais de temps en temps, nous recherchons déjà les pharmaciens pour les mettre, ne serait-ce qu'au niveau de chaque district. Bon, on a fait ce plaidoyer-là depuis l'année passée pour pouvoir avoir des pharmaciens à tous les districts parce qu'ils devraient être le mieux qui vont aider dans la gestion du médicament, parce qu'ils doivent veiller à la date de péremption ou bien s'il y a par exemple des produits qui sont peut-être néfastes pour la santé, ils seraient les mieux indiqués pour pouvoir indiquer cela au chef de district pour pouvoir entreprendre des actions rapides. OK. Merci beaucoup, Sally Jida. Je voulais revenir vers vous, Sidiki Camara, et en encourageant ceux qui sont dans la salle aussi, si vous avez des questions pour Sidiki, allez-y, tapez vos questions dans le chat ou bien levez simplement la main. Ou bien dites-nous comment ça se passe dans votre contexte, qui est responsable de la gestion des vaccins et à quel niveau? Est-ce qu'au niveau district de santé, est-ce que c'est un pharmacien ou bien dans certains contextes même, c'est des logisticiens qui sont formés, qui n'ont même pas un background médical?
Donc, Sidiki, je voulais demander, est-ce que vous avez constaté que le fait que vous voulez impliquer les pharmaciens, est-ce que c'est parce que vous avez constaté un manquement dans la gestion des vaccins COVID? Comment ça se passe dans la gestion des vaccins dans le cadre de la vaccination de routine? Y a-t-il les mêmes problèmes qui font en sorte que vous pouvez penser qu'au-delà, peut-être après la vaccination COVID, vous pouvez élargir la gestion des vaccins de routine, vous laissez entre les mains des pharmaciens pour qu'ils continuent à faire cela? Je ne sais pas si vous avez capté la question. Oui, merci Charlotte, merci à tout le monde. Je pense de façon traditionnelle, c'est une question très épineuse qui fatigue les autorités sanitaires de notre pays. Comme partout en Afrique, vous trouverez que les infirmiers d'État, les agents de santé communautaires sont par endroits utilisés pour gérer les vaccins. Ce n'est pas à tous les niveaux, mais l'évidence dans notre pays, c'est que, à part au niveau du programme élargi de vaccination et au niveau de la pharmacie centrale de Guinée, les vaccins partout sont gérés dans notre pays par les non-pharmaciens. Ça, c'est une évidence qu'on peut le dire sans risque de se tromper. Mais par endroit, sur 100, tu vas trouver peut-être une exception d'un cas. Donc, ça, c'est une réalité. Mais nous, notre projet appuie les activités de vaccination COVID-19. Et nous avons en charge vraiment, avec la plateforme, le e-sigle qu'on avait développé avec le ministère de la Santé, ce sont les pharmaciens de toutes les régions et tous les districts sanitaires qu'on avait formés. Sur la gestion des produits de santé des autres programmes. Mais quand l'épidémie de COVID est venue, on a trouvé que ça va être très difficile pour nous d'avoir les informations sur le niveau de stock, sur le niveau du nombre de personnes vaccinées par district sanitaire et comment saisir ces informations-là. Et jusqu'à maintenant, là, on ne peut pas vous donner un chiffre exact, c'est-à-dire rationnel pour dire que ça se vérifie au niveau national, mais ça peut se vérifier au niveau périphérique. Donc, de sorte que si notre programme avance, permet à mettre tous ces outils en place, on pourra, dans un proche avenir, commencer à avoir des informations les plus rassurantes. Donc, ce manque-là est un grand défi pour les autorités sanitaires de notre pays, mais aussi pour notre programme. Donc, comme vous le dites, nous sommes en train de développer tous ces outils-là dans une approche de pérennisation et élargie. C'est pourquoi on invite toujours les gens du programme élargi de vaccination à prendre part dans nos activités. Ils sont dans la Commission nationale logistique COVAX et on les invite aussi à chaque étape de nos actions, on les invite, ils sont impliqués. Le jour que la vaccination COVID va tomber dans la vaccination de routine, on va compléter simplement les outils aux autres intrants, aux autres antigènes que le programme est élargi pour les faciliter vraiment d'avoir les informations à temps et avec les bons acteurs. OK, merci Sidiki. Juste une dernière question très rapidement. C'est donc, tel que je vous écoute, vous êtes en train de vous tendre vers une sorte d'intégration de la gestion des produits pharmaceutiques. Donc, c'est-à-dire les pharmaciens ne vont pas se limiter aux médicaments, mais vont étendre leur travail dans la gestion de tous les produits pharmaceutiques, y compris les vaccins et les intrants de la vaccination. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci. François? Merci Charlotte et merci Sidiki et puis merci aux questions qui ont été posées qui ont vraiment un sens. Sidiki, bon, je pense que tu as adressé, donc tu es parti d'un problème qui semble être
peut-être une mauvaise gestion et mauvaise remontée des données de la COVID. Et comme Charles vient de le dire, essayer, tenter d'avoir une intégration afin que la gestion des vaccins et des autres produits, au lieu d'être verticale d'un côté, devienne intégrée là où il y a des pharmaciens. Alors, ma première question, c'est dans la politique qui vient d'être réétablie, est-ce que les rôles, les responsabilités et les tâches des pharmaciens ou des infirmiers, des logisticiens, à chaque niveau, est-ce qu'elle est bien définie? Parce que quand il y a trop de cuisiniers dans la cuisine, quelquefois, ça marche mal. Alors, est-ce que ces rôles et responsabilités avec les tâches de chacun sont très bien définis dans la politique, le nouveau document de politique? Nous avons le manuel de gestion intégrée des produits de santé en République de Guinée. Ce manuel stipule que tous les produits de santé soient vraiment intégrés dans la gestion. Mais, comme le disait tantôt, le déficit de personnel fait que vous allez trouver certains acteurs, ils sont impliqués dans la gestion des produits de santé. Moi qui vous parle, moi je suis biologiste de profession, mais je suis dans la chaîne d'approvisionnement des produits de santé depuis 2016. Du coup, je suis en train de me former, je cherche toujours les opportunités de formation pour être professionnel dans le cadre de la gestion des produits de santé. Donc, si ces acteurs qui sont à la périphérie ne sont pas aussi dans la même dynamique, pour reconnaître à chaque niveau, chacun a un rôle bien déterminé, ça va être très difficile. Mais le document national, le manuel de gestion intégrée des produits de santé définit le rôle de chaque acteur, Et à ce niveau, l'agence que nous appuyons actuellement n'a pas de répondant au niveau périphérique. Il se base sur les mêmes acteurs que les autres programmes utilisent. Donc, au niveau national, l'agence a le personnel de support qui appuie l'agence, mais dans les périphériques, tous les programmes de santé se réfèrent aux mêmes activités. Mais seulement avec le programme élargi de vaccination, ce n'est pas le pharmacien qui est son interlocuteur au niveau district. C'est le médecin chargé des médicaments. D'accord. C'est là-bas où se trouve actuellement le souci. D'accord. Mais est-ce que, bon, on comprend bien que tu as commencé par le COVAX avec le système du COVAX et que tu vas vers une intégration. Maintenant, au niveau du district, donc, le pharmacien existe dans les ressources humaines et on comprend très bien qu'au niveau périphérique, il n'y a pas forcément de pharmacien, que c'est un autre cadre du système de santé qui va gérer. On a vu que tu formais la formation était intégrée, c'est-à-dire que les nouveaux outils qui ont apparemment été développés, donc font l'objet d'une formation à la fois par le pharmacien et puis les médecins-chefs ou les autres acteurs du programme de vaccination. Je voulais savoir, est-ce qu'il va y avoir 2 systèmes de gestion? Est-ce que le système de gestion que tu es en train de mettre en place n'est que COVAX ou est-ce qu'il va déjà intégrer les produits de vaccination de routine? Et est-ce que c'est le même système de vaccination ou ça va être 2 systèmes un peu différents? Pour le moment, c'est une sollicitation de l'Agence nationale de sécurité pour avoir la traçabilité de tous les entrants qui s'utilisent. D'accord. Le document, l'outil qui est développé, c'est uniquement sur les produits COVID, les vaccins et certains produits. Par exemple, il y a certains produits que l'Agence nationale de sécurité sanitaire utilise, qui est dans le sigle normal du pays qu'on doit délocaliser pour mettre dans leur sigle à eux. Mais cela veut dire que tout le processus sera suivi par le ministère de la Santé et à un moment donné, lorsque la vaccination de COVID va tomber dans la routine, on fera un transfert. Un transfert de compétences et des outils au programme PEV, mais ça va prendre en compte tous les autres antigènes que le PEV utilise, qui est dans le cycle normal du pays,
ils ont déjà toutes ces informations. C'est ce qui fait que même le mécanisme de gestion de ces vaccins-là est un peu différent des autres programmes de santé. Si les autres, aujourd'hui, le nombre de stocks minimum par district sanitaire des autres programmes de santé, le minimum, c'est 2 mois, le maximum, c'est 5 mois. Mais avec les vaccins, ce n'est pas ça. Le minimum, c'est 1 mois, le maximum, c'est 1 mois vers les districts. C'est au niveau central seulement que vous pouvez trouver un stock qui peut excéder les 3 mois. Mais au niveau périphérique, ce n'est pas ça. Et on a ces petits problèmes à gérer. Comme déjà, je vais travailler avec dans la section logistique pharmaceutique du ministère de la Santé, je connais un peu ces manquements et qu'on est en train de corriger avec le programme élargi de vaccination, d'être au même diapason que les autres programmes de santé. Mais comme les vaccins, vous le connaissez, sont des produits très, très sensibles qui n'ont pas les mêmes sollicitudes que les autres médicaments et les autres produits de santé. D'accord, merci Sidiki. La seule chose, j'ai vu, je t'ai écouté que tu fais un suivi de près de la mise en œuvre de ce projet, de cette action correctrice qui vise le court terme et puis le plus long terme d'intégration. Et ça, c'est ce que tu as soulevé est très important parce que quand on change de système, il y a toujours des défaillances qu'il faut regarder de près parce qu'au départ, ça peut provoquer parfois plus de problèmes qu'on avait avant parce qu'il y a un changement de rôle, il y a un changement de responsabilité, il y a des compétences modifiées. Mais je vois que dans ton projet, il y a un système de revue constant, d'évaluation et de corriger les problèmes que tu peux rencontrer en installant ce programme d'intégration de gestion par le système de la NSS pour tous les intrants. Alors, toujours très attention quand on change de système. Quelquefois, il y a une confusion quand les rôles et les responsabilités ne sont pas toujours clairs. Merci beaucoup pour ta présentation, c'est très, très intéressant. Merci, merci. OK, une fois de plus, vraiment merci Camara et merci François. Et merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires dans le chat. Ils étaient en train de nous dire, parce que j'avais posé la question à ceux qui écoutaient dans leur contexte, dans votre propre pays, qui est chargé de la gestion des vaccins et des intrants du programme élargi de la vaccination. Et donc, vous pouvez jeter un coup d'œil dans le chat, mais la plupart disent qu'au niveau des dépôts régionaux, certaines en tout cas, au Sénégal, dépôts régionaux, en Côte d'Ivoire, c'est les pharmaciens et les logisticiens, mais dans les districts de santé, ce sont des infirmiers ou des techniciens et des logisticiens formés ou des spécialistes formés en gestion des vaccins. Donc, dans chaque contexte, ça diffère un peu, mais je suis sûre que c'est pas, comme Sidiki Kamara l'a dit, c'est du constat d'un problème des manquements dans la gestion des vaccins et des intrants de la vaccination COVID qui les ont poussés à mettre en place ce projet qui vise à ce que les pharmaciens soient ceux chargés de la gestion des vaccins des vaccins COVID ainsi que d'autres produits pharmaceutiques dans leur pays. Donc, juste un petit rappel pour ceux et celles qui n'ont pas encore, si vous n'avez pas encore fixé votre action pour cette semaine, ça c'est l'un des livrables pour la participation à l'accélérateur d'impact. Vous pouvez toujours vous rattraper aujourd'hui. Vous pouvez toujours je viens de partager le lien dans le chat. Et puis demain, vous allez nous dire comment la semaine s'est passée pour vous et surtout en partageant les leçons apprises, vos histoires de réussite ou bien les défis dont vous avez fait faire face. Et nous allons sûrement vous reconnaître votre travail lundi lors de l'Assemblée générale. Donc, et puis, vous pouvez toujours, le moteur d'idées reste ouvert pour tous ceux et celles qui souhaitent y consulter pour avoir beaucoup plus d'idées en ce qui concerne l'implémentation de leur plan d'action. Et si vous avez des difficultés, ne souffrez pas en silence. Nous avons notre canal Telegram qui est disponible pour cela et des pairs qui sont toujours prêts à vous appuyer. Et pour ceux qui ont des soucis de connexion Internet, vous savez, nous avons notre podcast qui est comme la radio à la demande. Souscrivez-vous pour ce podcast. Vous pouvez
suivre toutes nos différentes séances en version audio qui ne consomment pas beaucoup de bandes passantes. Et surtout, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous, ça serait mardi la semaine prochaine à 16h de Genève. Je serai là avec le docteur François Gaz, surtout pour vous écouter, partager votre expérience sur comment l'implémentation de votre plan d'action IA 2030 se passe. Et vous pouvez déjà vous inscrire pour notre prochaine séance de partage d'expérience. Donc, une fois de plus, merci pour la participation active. Merci à ceux. Merci à Nicolas Kachama et à Sidiki Kamara qui ont partagé leur expérience aujourd'hui. Merci à ceux qui ont posé des questions ou bien laissé des commentaires en guise de partage d'expérience dans le chat. Je vais passer la parole au Dr François Gaz pour le mot de fin d'aujourd'hui. Merci, je ne vais pas retarder plus longtemps. C'était, je pense, un partage d'expérience très intéressant et différent d'un côté et de l'autre. Et je pense que c'est toujours enrichissant d'avoir ces expériences, poser des questions de clarification et d'essayer de comprendre pourquoi et comprendre les bosses qu'on va rencontrer le long de ce défi et d'avoir une vision très claire sur ce qu'on essaye d'atteindre d'ici le 17 juin ou même à plus longue échéance, comme la gestion des intrants de tous les intrants par le système de pharmaceutique du pays. Et je voudrais peut-être soulever la question qui a été par le premier intervenant sur les zéro doses, qui semble sur la base des rapports de routine toucher tout le monde, mais qui dans la pratique découvrent des zéro doses ou des enfants non vaccinés. Et j'aime bien le fait que l'objectif n'était pas seulement les zéro doses, c'était les zéro doses et les insuffisants vaccinés dans un même paquet d'objectifs. Et ça, c'est excellent. Et il a mis en place des stratégies, il commence déjà à voir, il mesure le résultat des stratégies, il va compléter la mise en œuvre de la stratégie et mesurer s'il a des bénéfices face à la stratégie qui, de toute évidence, montrent que les chiffres de couverture rapportés ne peuvent être fiables. Donc, merci beaucoup à vous tous. Excellente session. Merci, Charlotte. Merci, François, et bonne journée à toutes et à tous, et à très bientôt.